Hey Clive, tu peux me passer les snacks au fromage? Tu ne veux pas plutôt te cultiver, plutôt que de regarder tes animés à la noix? Bah, je suis déjà assez cultivé. Ah, vraiment? Demande-moi ce que tu veux. Quel prêtre est connu pour ses prêches bouddhiques dansées? Ah, je le savais. Et pour ton information, il s'agit du pen. Tu sais Clive, même les animés sont importants pour représenter le Japon. Tiens, regarde, Raspberry là-bas. Elle passe ses journées à éclater des planches avec ses poings, mais même elle, à sa manière, elle représente un aspect de comment l'Occident perçoit le Japon. Si tu parles du soft power, alors en effet, on en représente tous un aspect plus ou moins important. Mais moi, je te parle d'un art noble, pas de... Mais oh, bon Dieu, regarde ça! L'humour repose sur le fait que le garçon n'est pas entré dans la bonne aile des mains publiques. C'est très bien, arrête de me casser les couilles. Dorobo, t'as fini avec la bouffe? 2 secondes. Les gyoza sont presque cuits. Et va dire à Raspberry d'aller prendre une douche rapide là, j'aime pas quand elle pue la sueur. Vous savez quoi les gens? Vous venez de me donner une super idée de sujet à analyser. Eh, ce sera pas une idée à la con de parler de l'évolution de la perception du soft power japonais. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Bon, tout d'abord, il convient de définir le terme le plus important. Qu'est-ce que le soft power? Ça peut ne pas être très clair et puis de toute façon une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Le soft power, mis en opposition avec le hard power, représente le pouvoir d'influence d'une culture. Si le hard power désigne la puissance brute d'un pays, à savoir son armement ou sa puissance de frappe, le soft power désigne tout ce qui est influence des masses et attrait culturel. Le soft power inclut autant le côté idéologique que le côté mercantile et touristique. Par exemple, les États-Unis, c'est un hard power monstrueux et un soft power omniprésent. Rien que le jean que vous êtes sûrement en train de porter, bah c'est une sorte de soft power américain. Et toi, je te vois, petit coquin derrière ton écran. Ta cam en termes de soft power, c'est les demoiselles en 2D peu vêtues. Non, ça c'est la tienne. Mais quoi? Mais non, je peux... Ah, ça te ferme ta gueule, hein. Il est effectivement bon d'assumer qu'au vu de notre design général, les gens qui viennent ici sont réceptifs à la partie du soft power japonais concernant l'animation et le style dit animé. Et c'est vrai que globalement, quand on pense Japon, c'est l'un des premiers trucs qui vous vient à l'esprit. Tiens, demandez à papy et mamie c'est quoi le Japon, ils vous répondront le karaté, les sushis et les mangas. On vit vraiment dans un monde triste à pleurer. Je vais me mettre au cambriolage d'objets de Whip Collector, moi. Ah putain, ça a déjà été vidé chez David Lafarge. Maintenant, ce qui sera amusant de savoir, c'est à partir de quand et comment le Japon a commencé à faire parler de lui en France auprès du grand public. On n'est pas ici pour dresser une critique du soft power, mais pour tenter de poser des hypothèses sur pourquoi et comment le Japon a plu au grand public français. Mais du coup, par où on commence ? Bon, ça va être succinct. J'ai choisi de commencer à parler de véritable soft power à partir des années 1910. Pour faire simple, avant l'ère Meiji, le Japon était fermé sur lui-même et ses échanges avec l'Occident se faisaient, sauf situation particulière, uniquement avec la Hollande. Je vais pas en parler, c'est pas le sujet et j'ai pas envie de couper l'herbe sous le pied à une japanologie. Ce qu'il faut retenir, c'est que les navires américains du Commodore Perry forcent le Japon à s'ouvrir et de fil en aiguille, le Japon devant composer avec ses voisins du monde, s'ensuit la rédaction d'une constitution. L'objectif en tant qu'État étant désormais de faire reconnaître aux autres sa puissance. C'est pour ça qu'il faudra au Japon une quarantaine d'années pour se développer et commencer à s'exporter. Dans les années 10 donc, les Occidentaux découvrent véritablement à plus grande échelle ce qu'est le Japon, et ce, à travers les arts. Bon, ça reste superficiel comme connaissance, c'est trop peu pour vraiment savoir comment c'est le pays. C'est un peu l'équivalent chez nous des weebs qui pensent que le lycée c'est exactement comme dans les animés. Aïe aïe aïe, un tacle sévère du jaune rouge dans les tibias du joueur adverse. Une calamité, vraiment une honte pour la décence et la critique. Ou comme ces demoiselles, qui à cause des boys love sacrise les gays. Ouh là là, c'est une véritable boucherie sur le terrain. Les joueurs n'ont vraiment aucune pitié pour les opposants, c'est véritablement la mort du sport. Globalement, on retient 2 arts majeurs d'influence japonaise à l'époque, à savoir la peinture et la littérature. Saviez-vous par exemple que Claude Monet et Vincent Van Gogh étaient tous les deux des collectionneurs d'estampes japonaises? C'est notamment à travers leur intérêt pour l'art graphique nippon que les premières vagues d'influence japonaise ont fait leur apparition en Europe. Ça par exemple, c'est la peinture du Père Tanguy de Vincent Van Gogh et qui date de 1887. On peut voir que le fond il est inspiré des motifs d'ukiyo-e, qui est une influence des estampes japonaises. Tout à fait. Va rendre ça au musée maintenant.
Et pour la littérature, on a Madame Butterfly, donc qui est un opéra de Giacomo Puccini, sorti en 1904, mais qui est aussi décrite par l'auteur de tragédies japonaises en 2 actes. Hey, c'était ma réplique Ouais, ça. mais t'es pas le seul à connaître ton sujet, donc t'arrêtes de voler la vedette. Bon, tout ce qui importe, c'est que c'est vrai, Puccini a largement contribué à intriguer à propos du Japon en Occident durant la première décennie du XXe siècle. Le mouvement du japonisme s'essouffle après ça, mais le courant reste ancré dans l'imaginaire collectif qui fait que le Japon, même s'il s'agit d'un pays qu'on ne connaît pas vraiment, est populaire car exotique, mystérieux et fascinant. Je veux dire, il y a même un néologisme à l'époque, le terme musme qui désigne les jeunes femmes à l'image de l'héroïne de Madame Butterfly. Pour que vous vous figuriez le délire. Et après? Puis arriva la Seconde Guerre mondiale. C'est pas joli à voir. Pendant la guerre, les Japonais, comme vous le savez, étaient du côté des forces de l'Axe, avaient entamé la colonisation des pays asiatiques, dont la Chine, et avaient achevé l'entrée en guerre des Américains après l'attaque du porte-avions Pearl Harbor. Oui, bon, en gros, pour les alliés, c'était pas les gentils. Hein. Les crimes de guerre japonais à l'encontre de la Chine, l'attaque du porte-avions américain et les conditions d'emprisonnement des captifs alliés ont taillé au Japon une réputation de pays barbare auprès du grand public. Faut dire que le fait d'avoir été libéré par des Américains acclamés en héros et qui considéraient les Japonais comme des ennemis vicieux a pas aidé pour les Français. Maintenant, on parle de soft power, alors laissez-moi vous présenter un des héros les plus marquants de la bande dessinée franco-belge. Gaston Lagaffe? Tintin. Le Lotus Bleu est le 5e album de Tintin, publié d'abord en noir et blanc en 1936, puis en couleur en 1946, dessiné par Hergé et publié aux éditions Casterman. Dans ce tome, Tintin se rend en Chine afin de venir en aide à des résistants chinois qui tentent de repousser l'invasion japonaise. Tout d'abord, il est bon de préciser quelques points. Le premier étant qu'Hergé a effectivement poussé ses recherches et malgré quelques anachronismes ou exagérations culturelles, un vrai soin a été apporté à la rédaction de ce tome, d'autant plus qu'Hergé s'est lié d'amitié avec un étudiant aux beaux-arts chinois qui lui a expliqué la culture de son pays. Mais du coup, cet album a bien contribué à donner une image négative du Japon. Comprenez bien, en 1936, le Japon envahit la Chine et cet album fait référence à l'incident du Mukden, qui est un attentat contre les voies ferrées japonaises situées en Mandchourie. L'incident a en fait été planifié par les Japonais pour pouvoir faire porter le chapeau à des milices chinoises et envahir le sud de la Mandchourie sans trop de soucis. La bande dessinée se pose dans un contexte politique tendu et prend le parti de la Chine dans un contexte de guerre, alors que son sous-texte est anticolonialiste. On ne peut nier que la BD est anti-japonaise, l'inverse serait idiot. Mais il est intéressant de constater que Hergé s'oppose à des contemporains qui défendaient l'esprit colonialiste, et dépeint dans un même temps les occidentaux hypocrites et cruels, assimilant les Chinois à des clichés tristement datés et réducteurs. Exactement, et excusez-moi l'expression, mais il fallait une sacrée paire de coups pour aller à l'encontre de l'esprit général européen à l'époque. Donc cette période de la Chine, colonisée par les Japonais, est plutôt bien retranscrite, je trouve, dans le film Ip Man. En plus, franchement, c'est l'histoire, elle est inspirée de la biographie du maître de Bruce Lee, alors je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Tout ça pour dire que le sentiment anti-japonais de l'époque du Japon colonialiste est retranscrit et perdure dans le temps, et que cette histoire qui se base sur des faits réels se place dans un contexte de guerre et de fait prend parti et délivre un message manichéen. L'opposition est l'ennemi et l'ennemi veut nous nuire. Puis j'ai pas parlé du dessin des Japonais qui sont des hommes piano, hein, disons-le, genre c'est quoi ces dents? Est-ce qu'Hergé prenait vraiment les Japonais pour des tondeuses à gazon? Évidemment, ce dessin vient des clichés des Japonais trop souriants pour être honnête et vicieux véhiculés par les Chinois. Mais je sais pas, pour un volume se voulant renseigné et exact dans le contexte, je trouve que cette représentation, même d'un ennemi, est trop exagérée pour avoir l'air honnête. Genre les Chinois ont des têtes de gentils et les Japonais ont un radiateur dans la bouche. Bref, tout ça pour dire que si le Japon avait plus ou moins une bonne réputation durant le premier quart du XXe siècle, une fois venue la deuxième guerre sino-japonaise et la fin de la seconde guerre mondiale, il fallait tout recommencer à zéro. Non, c'est reparti à partir de quand? À partir des JO de 1964. On va reposer le contexte. Après la guerre, le pays est complètement vidé, l'économie est une ruine, 2 villes ont été réduites en poussière par des bombes nucléaires traumatisantes, et puis surtout pour notre sujet, la réputation du Japon est catastrophique. Même si le pays est encadré par les Américains pour relancer l'économie, les crimes de guerre et les tortures de l'armée japonaise sur les forces alliées, c'est pas quelque chose qui s'oublie, et c'est d'ailleurs quelque chose que les Japonais n'oublieront jamais. Mais le Japon voulait retrouver son image de pays allié et faire amende honorable. Pour ce faire, tout d'abord, le pays renonce à son droit à posséder des forces armées dans sa constitution, mais il travaille d'arrache-pied à relancer son économie et à progresser, technologiquement et culturellement. Durant 20 ans, le pays va donc s'acharner, encaisser la disette des premières années, puis revenir peu à peu à la stabilité, puis au progrès. Puis arrivent les Jeux Olympiques de 1964, accueillis à Tokyo. C'était l'occasion pour le Japon de montrer son avancée et sa prospérité, d'autant plus que les Jeux étaient retransmis à la télévision de l'époque. Et là, on a envoyé la purée. Le Shinkansen, le TGV japonais dont la première ligne a été ouverte pour l'occasion, déjà c'était une grande claque.
Le pays avait des postes de radio, des télévisions, des voitures très modernes pour l'époque, et découvrir tout ça à la télé a été impressionnant pour beaucoup de Français. L'idée étant bien évidemment pour les Japonais de montrer à quel point ils sont prospères et amicaux par le biais de leur avancement technologique. Ça a marché pour tout le monde? Marchand de transistors, hein? En gros, vous croyez que c'est parce que le pays a démontré qu'il était prospère que ça allait forcément marcher? Vous êtes si mignons que c'en est débile. Déjà, le général de Gaulle, à l'époque de sa présidence, a qualifié le Japon de marchand de transistors. C'est déjà un petit glaire craché au visage des Japonais. Sous-entendu, gardez votre camelote, produits tabacou, vos petites pièces d'usage courant et laissez la vraie technologie aux gens qualifiés. Ouais, ça pour le coup, c'était pas très sympa, Charles. D'autant plus que les années suivantes vont nous prouver que le Japon se fera mépriser et sera méfié pour deux opposés. Mais c'est totalement antithétique. Arrête de claquer des dents, je vais t'expliquer. Nous avons déjà vu que les Japonais étaient sujets à un violent mépris. Mais pourquoi au fond? Parce qu'ils n'étaient pas encore envahissants du point de vue culturel. Tu sais, tes mots ne sont pas très bien choisis. On risquerait de penser que tu es raciste, mon cher. Au contraire, ils sont très bien Eh, si je t'en avais pas mis une, on aurait eu des emmerdes, parce que ça aurait voulu dire qu'on tolérait les propos xénophobes dans notre émission. Je peux finir de m'expliquer avant de me faire péter la gueule? Quand il se sera fait effacer, je prends sa piole. Eh bien, moi je prends ces livres. Écoutez-moi! Bon, on sait que les Japonais étaient méprisés à cause de leur avancée technologique, que l'on qualifiait de basée sur la basse main-d'œuvre, et surtout parce qu'en France, ça nous impactait pas des masses. Maintenant, je vais vous mettre quelques dates et quelques noms devant les yeux et vous allez me dire si ça nous a impacté. 1978, diffusion de Goldorak, un animé japonais sur Antenne 2, dans l'émission Récréa 2 animée par Dorothée. 1979, invention du Walkman de Sony, entreprise japonaise. 1985, arrivée en France de la Nintendo Entertainment System, ou NES de Nintendo, carton vidéoludique d'une société japonaise dans les foyers français. 1987, première apparition télévisée du Club Dorothée, principale émission de télé-jeunesse, dont le gros de la diffusion reposait sur des animés japonais, dont les licences ont été achetées à bas coût parce que c'était pas des programmes produits de base exclusivement pour le marché français et qu'ils étaient déjà rentables dans leur pays d'origine. On va pas faire un aparté sur la diffusion des dessins animés japonais du Club Dorothée, je veux dire l'ermite moderne en a déjà largement parlé, blablabla, les animés sont des merdes violentes pour les médias, les journalistes et certains politiques, blablabla, c'est pas vrai, on va abréger, la vraie question à se poser c'est pourquoi se toller? Tout simplement parce que c'était la première fois en France qu'un soft power non occidental se démarquait parce qu'on connaissait pas et que ça nous faisait peur. Entre l'idée toujours ancrée dans l'inconscient collectif que le Japon est un pays de barbares, le mépris des années précédentes et la preuve indiscutable que culturellement parlant, le Japon était devenu un poids lourd, un rejet a été ressenti et tous les prétextes étaient bons pour repousser cette nouvelle culture jugée intrusive car inconnue. En 1989, Ségolène Royal faisait éditer son livre intitulé Le ras-le-bol des bébés zappeurs. Ce livre, avec son magnifique avis unique sur le site de la FNAC, montant sa notation à 1 étoile sur 5, qui crachait sur la violence et la laideur des productions japonaises et des séries américaines qui sont, selon elle, l'archétype de la violence à la télévision, tout en déplorant que le patrimoine français ne soit plus mis en avant ou que les contes de Grimm, d'Andersen ou de Dickens ne soient plus à la page. Parce que j'imagine que quand c'est maman qui raconte l'histoire de deux enfants séquestrés dans une maison en pain d'épices par une sorcière qu'ils finissent par brûler vifs dans son propre four, ou celle d'un orphelin qui crève la faim dans les rues de Londres, c'est tout de suite plus ludique. Alors que Rémi et sa famille est une série d'animation japonaise adaptée du roman français Sans famille d'Hector Malot, et que Princesse Sarah est une adaptation de La Petite Princesse de Frances Oxenberg, une romancière anglo-saxonne de renom. Selon moi, elle n'a pas poussé plus loin que Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiac. La vérité c'est que selon plusieurs magazines de l'époque, le Japon avait pour but d'imposer sa culture en France. Je mettrai en lien l'extrait de journal que j'ai trouvé, même si je suis pas partisan du Japon en admiration béate devant les Européens qui bouffent du poisson cru. C'est quand même très réducteur, même si l'article voulait bien faire. Bref, avec cette peur omniprésente que la culture japonaise supplante l'hégémonie française en France, j'en reviens pas d'avoir dû dire ça. Tout a été dit sur les produits japonais pour les discréditer et les ranger au banc des pires productions de merde que l'esprit humain puisse engendrer. Et avec l'arrêt du Club Do en 97, on pensait que l'animation japonaise ne nous parviendrait... Non, je déconne! En 2002 émerge le terme de Cool Japan, utilisé pour désigner le Japon en tant que superpuissance culturelle. Quelles caractéristiques attribue-t-on au Cool Japan, me demanderez-vous? Tout d'abord, et je pense qu'on peut commencer par là, le cinéma, avec la mode de la J-horror, Ju-on et Ringu notamment, mais aussi par les collaborations franco-japonaises dans le monde du grand écran. On a Wasabi de Luc Besson avec Jean Putain de Reno. Vous l'aimez bien, Jean Reno, hein? Oui. Ensuite, on a Samurai de Giordano Ghederlini qui a la réputation d'être au bon goût, ce qu'un coup de pied aux couilles est au bien-être et qui se paie même le luxe d'avoir droit à sa propre chronique sur Nanaland. Bref, début 2000, c'est un peu hype de tourner avec les Japonais. La série italienne Wings s'inspire aussi très clairement de la mode des Magical Girls japonaises. T'es contente parce qu'on va enfin parler de ton sujet de prédilection? Hors de mon chemin, Minus!
Alors, comme on l'a dit plus tôt, les clubs Dorothée ferment en 97. Le problème, c'est que l'audience auprès des jeunes se casse la gueule, parce que les animés japonais, bordel, ça plaisait de ouf. Du coup, on insiste à un retour progressif des animés japonais sur les chaînes françaises du câble. Bon, il y avait les classiques Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, Mew Power, Captain Sakura, tout ce bordel. Plus tard, mi-fin 2000, Naruto, One Piece, Bleach sur MCM, bref, l'animation japonaise avait retrouvé sa place à la télévision française, avec même des chaînes spécialisées comme la chaîne Manga. Ça revient pas à appeler une chaîne sportive sport? Ou Info pour une chaîne journalistique. Ou Canal+, pour une chaîne de foot et de porno. Vous vous faites des nœuds au cerveau, les gars. Mais on assiste bien au développement de l'esthétique japonaise, que ce soit en animation, en cuisine ou même en musique, parce que rappel, ça s'appelait pas Tokyo Hotel parce que ça empruntait les codes vestimentaires de Tombouctou si vous voulez. La Visual Kei aussi a percé chez nous, notamment grâce au développement massif d'internet. C'est bien internet, dont plus ou moins tout le monde disposait d'ici fin 2000, qui a achevé de diffuser le Cool Japan par chez nous. Et toute cette cristallisation du phénomène de Cool Japan, c'est la Japan Expo, dont la première édition date de 1999. Cela est vendu comme le rassemblement des fans de culture japonaise. Mon cul, putain, si tu vas être tranquille pour travailler un examen ou rédiger un rapport, tu vas squatter le coin de la culture traditionnelle de la Japan Expo. C'est le ground zeros de l'influence. C'est scandaleux comme les gens esquivent cette aile au profit des stands Wakanim et Kana. Sérieusement, l'affluence est faite à 90% sur la culture web. Les 9% restants, c'est les comics, puis juste après, t'as le Japon traditionnel. Ah, mon cœur me fait tellement mal de voir un si bel héritage mis à l'ombre des mangas. Ah, que diable, un peu de beauté de jadis. Calme-toi, Clive. Allez, si vous voulez lui faire plaisir, la prochaine fois, allez faire un tour du côté des stands traditionnels. Mais il est temps d'apporter une conclusion. Le soft power japonais, comme on l'a vu, s'est beaucoup diffusé au cours des décennies pour la fascination exotique que le pays a suscité. C'est le principe de base, la curiosité pour un pays inconnu, me direz-vous. Mais là, c'était d'autant plus vrai que le Japon n'a vraiment pas eu droit à un examen culturel très exact jusqu'à récemment. Et encore, même si internet facilite les choses, ce serait naïf de penser que le Japon est vraiment représenté dans les médias populaires de manière vraiment éloquente. Faut entretenir la magie, le mystère, et le point commun qu'on trouvera entre Madame Butterfly et Naruto, c'est l'entretien de l'image fantasmée d'un pays inconnu auprès de nos autres occidentaux. Maintenant, quant à voir le pays pour comment il est vraiment, libre à vous de creuser. Bon, c'est fini, je retourne à mon animé. Je suis sûr que tu n'as rien retenu, n'est-ce pas? J'ai décroché quand vous avez commencé à parler de femmes papillons. Et de robots, les gyoza ils ont refroidi. Fais chier. Bah, tu sais quoi, tu les réchauffes, hein. Quoi? Non mais demande à Pinky, elle a rien foutu de la journée. À quoi penses-tu, Taiga? Je me demande si on fait bien notre travail. À toi de nous le dire, c'est toi le chef après tout. Je sais pas, je suis fier de vous. Alors on a fait du bon travail. Taiga, j'ai voulu cliquer sur l'épisode suivant de mon animé, mais j'ai téléchargé un virus par erreur. Attends, t'as fait quoi?